bienvenidos, colegas. Vamos a continuar. Très bien, nous allons poursuivre. Je vais passer la parole au chef de la délégation à présent, afin qu'il puisse faire des commentaires et répondre aux interventions et aux questions émanant du comité. Le chef de la délégation a la parole. Merci, Monsieur le Président. Cher Président, membres, nous allons maintenant présenter les réponses que nous avons pu préparer pendant la courte période que nous avons eue. Certaines ne suivront pas forcément l'ordre. Mais, Monsieur le Président, comme nous sommes convenus hier, nous serons en mesure d'offrir des réponses écrites systématiques à chacun des points soulevés dans le temps imparti. Je commencerai par les questions de suivi soulevées lorsque nous avons commencé. The questions on violence against. S'agissant de la violence à l'encontre des femmes et des pénalités imposées par la loi aux victimes qui refusent de témoigner, notre interprétation n'est pas ainsi, mais nous nous repencherons sur cette disposition car cela n'est pas l'intention de la loi, mais plutôt de traiter le parjure, les informations forcées à l'encontre de quelqu'un d'innocent. Si l'interprétation empiète et avait un effet glaçant pour dissuader quelqu'un de témoigner, alors nous allons devoir nous pencher sur la question et le rectifier. En ce qui concerne les mesures pour protéger les victimes de violences sexistes, y a-t-il des soins particuliers? C'est l'intention. En pratique, nous avons des centres dans ce but exactement. Nous en avons 23. Nous espérons en avoir d'ici la fin de 2016 30 de ces centres. Nous prévoyons d'intensifier les services, de mettre à l'échelle ces services fournis. Les victimes d'autres formes de violences domestiques également sont pris en charge dans des abris, des centres, sous la houlette du bureau des autorités du procureur. C'est un défi auquel nous répondons très rapidement. S'agissant des punitions corporelles des enfants, l'intention de la loi et dans la pratique est d'interdire cela. Cela a été fait d'ores et déjà. Nous continuons de suivre cela très étroitement. Au cas de situations ambiguës qui pourraient être exploitées et qui pourraient aller à l'encontre de nos obligations vis-à-vis de la Convention, nous allons surveiller cela et corriger cela. Le travail forcé fait aussi partie de cela. En matière de traitement des auteurs, il y a effectivement une certaine surpopulation dans les centres de détention, mais comme vous avez vu, nous avons consenti des efforts marqués dans ce domaine. Le nombre de prisonniers a été nettement réduit.
les rations alimentaires se sont améliorées, la qualité des centres de détention ou de garde à vue, par exemple dans les stations de police, s'améliore. Nous continuons d'améliorer et de suivre ce domaine avant même que les personnes ne soient transférées dans des prisons officielles, avant même qu'elles ne purgent leur peine, et dans les conditions de garde à vue. Nous tentons donc de respecter ces conditions. Sur le terrain, en ce qui concerne les détentions provisoires pour 72 heures et 7 jours, nous devons donc respecter nos obligations en vertu de la Convention. S'agissant des échanges qui se produisent encore dans les prisons, Monsieur le Président, je crois qu'il faut dire que cela ne se produit pas, comme nous l'avons indiqué. Comment cela se produirait-il par manque de contrôle en raison de surpopulation? Cela ne peut être ainsi parce que nous avons un contrôle approprié et pas de surpopulation. C'est un domaine qui serait en violation certainement du devoir par rapport à cette éventualité, mais nous nous assurons que cela ne se produit pas. Les prisons possèdent des centres sanitaires. Les prisons font l'objet de visites de médecins du district très souvent. Dans chaque prison se trouvent des dispensaires avec 3 personnes responsables, des techniciens. La présence dans ces installations de ces personnes nous aide à faire en sorte que les détenus reçoivent les mêmes soins de santé que les Rwandais libres. Lorsque les conditions exigent une attention particulière, ces personnes sont transférées à un hôpital. C'est une pratique standard sur le terrain. Campagne ordinaire pour les maladies non transmissibles. Les médecins et les détenus reçoivent les informations nécessaires. Lorsque cela se produit également, nous avons des soins alimentaires particuliers avec des prestataires de services, des traiteurs particuliers qui offrent des repas aux patients. Nous pensons que cela a augmenté de façon considérable la qualité des repas et permet aux prisonniers ayant des besoins particuliers de les recevoir. Quant aux enfants qui sont en prison parce que leur mère est emprisonnée, ils reçoivent tous les droits jusqu'à l'âge de 3 ans et dans la plupart des prisons, ils ont accès à des crèches pour que ces enfants ne passent pas ne restent pas à la traîne. 3000 femmes, 700 hommes sont dans les centres de réinsertion, 285 au total. Ce sont les chiffres dans les centres de réinsertion. Des mesures maintenant pour libérer les prisonniers qui ont achevé et purgé leur peine. Monsieur le Président, nous avons insisté sur le fait que chaque directeur de prison, et en vertu de la loi, doit le savoir par le système d'un système électronique, sait pertinemment que telle personne a encore 1 mois à purger ou autre. Il incombe donc au directeur de préparer cette libération
Nous n'acceptons pas ces libérations. Et je ne suis pas au courant de ce cas de violation par le passé. Le suivi de centres de détention maintenant par la société civile, par le Comité international des droits de la Croix-Rouge, par Transparence internationale, par les différents observateurs internationaux. Toutes ces organisations œuvrent à nos côtés avec l'administration pénitentiaire pour organiser des visites régulières. Dans l'article 86, cela est prévu par la loi pour permettre d'offrir l'accès aux prisons pour veiller que les conditions de détention soient bonnes. Monsieur le Président, nous passons maintenant à la question suivante. Cela fera l'objet de remarques écrites, mais en commentaire, le Haut Conseil du judiciaire est l'apogée du judiciaire qui ne répond à personne, composé à 70% de juges, mais également il y a le ombudsman, la Commission des droits de l'homme, l'association du barreau, procureur en chef également. Nous vous fournirons la composition de ce Haut Conseil du judiciaire qui est le garant satisfaisant de l'indépendance judiciaire au Rwanda. S'agissant de l'égalité des armes, dès que les conseils de défense sont reconnus pour les détenus, à ma connaissance, il n'y a pas eu de cas où ces procédures ont été entravées ou retardées pour obtenir l'accès au dossier de poursuite. Ils peuvent ainsi photocopier le dossier et l'utiliser. À l'heure actuelle, nous introduisons une gestion du système électronique permettant de télécharger toutes les données, tous les dossiers, afin que le Conseil puisse y avoir accès pour quiconque. L'aide juridictionnelle en 2014, notamment le régime donc a été approuvé en 2014. Le projet de loi est en cours de rédaction. Ce projet d'aide juridictionnelle serait financé par le gouvernement. Nous avons aussi des commis au sein du barreau. Nous serons en mesure de vous donner exactement les chiffres de ceux qui sont assignés à cette participation. Monsieur le Président, l'affirmation selon laquelle le budget d'aide juridictionnelle est insuffisant est relatif. Lorsqu'un enfant a besoin de représentation juridique, lorsque quelqu'un est transféré pour un procès au Rwanda, les coûts diffèrent dans chaque cas. Toutefois, j'ignore dans quel cas nous aurions échoué à offrir l'aide juridictionnelle. Je comprends bien que les questions budgétaires soient d'un ordre relatif. Toutefois, qu'il s'agisse de ressortissants étrangers qui viennent être jugés au Rwanda ou de personnes indigentes ou des enfants au Rwanda, nous avons réussi à trouver le budget nécessaire pour appuyer l'aide juridictionnelle. Quant à la politique, elle établit des tarifs différents
C'est ce qui va rester au cœur de nos préoccupations, avec des tarifs consentis entre le barreau et nous-mêmes. Cela nous permet de gérer un fonds d'aide juridictionnelle géré par le barreau et non pas le ministère de la Justice. Monsieur le Président, s'agissant de la traite des personnes, l'information a été fournie dans la liste des points comme réponse supplémentaire et des compléments d'information seront soumis par écrit. La traite des personnes est un domaine qui nécessite toute notre vigilance. Nous suivons cela de très près. Nous travaillons auprès du Royaume-Uni, des États-Unis d'Amérique, de nos voisins, Burundi, Kenya, Ouganda et toutes les parties prenantes. Nous suivons de très près cette question. Nous souhaitons réduire ce phénomène de façon considérable et poursuivre les auteurs en justice. Monsieur le Président, s'agissant des témoins de Jéhovah, l'une des dernières questions, certes, certains désaccords et atermoiements ont eu lieu en ce qui concerne les témoins de Jéhovah, et notamment en ce qui concerne les autorités locales. Selon notre loi, toutes les confessions sont libres au Rwanda. Toutefois, il y a des devoirs civiques dans notre Constitution que la population doit trouver acceptable. Et si cela n'est pas le cas, des négociations ont lieu. Toutefois, nous pensons que la question des témoins de Jéhovah sont essentiellement un problème de communication. Nous avons parcouru beaucoup de chemin. Nous sommes heurtés à des questions de vaccination des enfants, immunisation. Nous avons négocié cela et cela a été accepté. Nous allons dans des écoles particulières, cela a été négocié. Je crois donc que grâce à une communication appropriée, cela ne devrait pas représenter un problème. Nous pensons que nous avons tous intérêt à forger un être humain complet avec un compte bancaire, avec une carte d'identité. Actuellement, il faut une carte d'identité et un numéro de sécurité sociale pour ouvrir un compte bancaire, etc. Si vous n'avez pas tout cela, l'État a besoin de mettre au point quelque chose d'autre. Et cela peut être spécifique à certaines confessions. Nous devons donc examiner cela par le biais du dialogue avant que cela ne devienne un problème de discrimination. Nous ne pensons pas que cela devrait devenir un problème de discrimination. Alors, Monsieur le Président, en ce qui concerne la loi idéologique génocidaire à un contexte particulier, je crois que tous les membres du comité comprennent bien notre histoire. Cette loi a été amendée avec l'aide d'experts internationaux pour peaufiner cette loi. En raison de l'éducation civique que nous menons, nous voyons que cette loi recule lentement. Plutôt que d'être utilisée au quotidien dans les tribunaux. En raison de la mobilisation constante pour l'unité, l'éducation civique, les efforts de réconciliation, les efforts constants pour qu'on puisse coexister, cohabiter ensemble sans
extrêmes, sans xénophobie, etc. On constate que le nombre de personnes qui sont responsables de ce genre de délit idéologique génocidaire recule constamment. Donc, comment est-ce que cela est appliqué aux militants politiques? Monsieur le Président, je pense que cela n'est pas tout à fait correct. Dans les cas évoqués, qu'il s'agisse de Victoire Ingabire, Bernan Tanga, Agnès Nkosi Uwimana et Saïdati Moka Kibigbi, ce sont des affaires qui ont été entendues dans des tribunaux ouverts en faisant l'objet de procès équitables où on a respecté leurs droits. Certains d'entre eux, tels que Victoire Ingabire, ont été condamnés en raison de preuves qui venaient de l'endroit où elle habitait, aux Pays-Bas. Le fait que quelqu'un était aussi politiquement actif est quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec le procès qui était en jeu. Et c'était le cas dans ces affaires. Ce sont des... dans ces affaires, Bernard Nakanda a été arrêté en 2010 après 7 jours de détention. Ce n'est pas des créations de l'État, ce sont des réalités qui doivent être gérées. Et lorsqu'on est menacé par des situations qui ne sont pas maîtrisées, l'État doit intervenir. On a parlé de 2 journalistes pour diffamation et qui ont été qui ont reçu des sentences de 17 ans et 7 ans de peine. La Cour a réduit ces peines de 4 à 3 ans respectivement. Les 2 journalistes, depuis, ont été libérés après avoir purgé leur peine. Je crois qu'il est incorrect de dire qu'ils ont été condamnés parce qu'ils étaient journalistes. On ne peut pas dire non plus qu'ils ont été poursuivis de façon injuste et que leur procès n'a pas été juste. Pour ceux qui désirent se pencher sur ces affaires, ils pourront constater que rien d'inhabituel ne figure dans ces procès. S'agissant de la diffamation, la Cour pénale, comme je l'ai dit hier, est en cours d'observation avec les parties prenantes. Où en sont les discussions sur ce thème? Monsieur le Président, je dirais qu'au gouvernement, nous préparons ces réunions qui rassemblent un ensemble de parties prenantes. C'est là où nous en sommes. Cela saisira le Parlement également. Monsieur le Président, la décision finale sera prise au Parlement et nous poursuivrons nos travaux pour voir ce qui va résulter de cela au Parlement lorsque la loi sera réexaminée. Cela dit, dans le cas de la diffamation, ces affaires ont reculé de façon marquée. Si je me souviens bien, depuis 5 ans, nous avons observé 7 poursuites en diffamation. En ce qui concerne l'Assemblée, la Réunion Pacifique, liberté d'association, nous avons le Parti démocratique vert. Vous avez dû entendre parler de ce cas
qui a contesté le référendum du décembre dernier. Ce sont des partis qui fonctionnent au Rwanda. La loi qui gère les partis politiques demande d'obtenir des informations avant d'organiser des protestations, essentiellement pour maintenir l'ordre et pour informer le public au cas où, par exemple, ils auraient besoin d'éviter de circuler dans certains lieux. Et cela permet de ne pas nuire à ceux qui ne participent pas. Sibomana et Chirambere sont particulièrement indiqués ici. Ce n'est pas une question de réunion pacifique. La protection maintenant des sources des journalistes. Notre loi prévoit la protection des sources journalistiques. Les journalistes ne sont pas obligés de fournir leurs sources. Dans des circonstances exceptionnelles, la permission est donnée au tribunal afin d'obtenir des informations sur les sources qui doivent être révélées. Nous pensons qu'il s'agit là d'une garantie suffisante, Monsieur le Président, car il doit y avoir un suivi, un contrôle de la Cour avant de permettre de demander de révéler les sources. Alors, point suivant, en ce qui concerne les ONG, nous avons parlé pendant 30 ans de la réduction, nous avons parlé des partis politiques. Entre 2000 et maintenant, les organisations de la société civile sont au nombre de 1600. 3 ONG sont actuellement en train de s'enregistrer. 50 organisations confessionnelles sont en cours d'enregistrement. Alors, ce processus va devenir pleinement électronique une fois que cela sera fait, à moins qu'il y ait des exigences particulières par des agences. Tout devrait passer au système électronique très bientôt. Depuis le 15 mars, 164 ONG internationales sont enregistrées, 10 candidatures sont en cours d'enregistrement, 6 ONG ont fermé leurs activités et 9 ne sont pas encore enregistrées. Cette information est disponible sur le site web des services d'immigration du Rwanda, accessible partout dans le monde. Cela nous permet de continuer le dialogue auprès d'organisations non gouvernementales internationales, à moins qu'il y ait une cause particulière qui retarde le processus. Les ONG seront informées. Nous ne pensons pas qu'il y ait de difficultés à enregistrer une ONG internationale dans notre pays. Alors, vous parliez de délai de 5 ans ou d'1 an pour les accréditations. Cela s'explique par des raisons bien concrètes, mais sachez que les ONG internationales ont pour objectif de soutenir, disons, des activités auxquelles elles participent, qu'il s'agisse de soutien apporté aux agriculteurs, qu'il s'agisse d'organisations œuvrant dans le domaine confessionnel ou que sais-je encore. Les critères à respecter sont par exemple de prouver qu'elles sont solvables ou encore que les projets qu'elles souhaitent mettre sur pied tiendront la route. Et les ONG doivent prouver, disons, le caractère sérieux des activités ou des projets qu'elles souhaitent mettre en place. Et bien sûr, elles doivent montrer patte blanche. Et comme je vous le disais, 164 ONG internationales sont... L'orateur se reprend. Donc, sont d'ores et déjà accréditées. 10 d'entre elles sont encore en cours d'enregistrement.
Pour la durée d'enregistrement, l'article 11 de la législation régissant les activités des ONG prévoit qu'elles peuvent donc opérer pendant 5 ans. Une autre législation prévoit donc l'obligation de ces ONG de montrer qu'elles sont solvables également. S'agissant maintenant des défenseurs des droits de l'homme et les journalistes, ces personnes sont protégées exactement de la même façon que le sont tous les ressortissants de notre pays. Concernant les informations, la législation prévoit qu'ils peuvent obtenir des informations du grand public, des institutions, et ils peuvent également signaler tout refus ou tout manquement. L'ombudsman peut d'ailleurs être saisi de plaintes de la part des journalistes ou des défenseurs des droits de l'homme s'ils estiment avoir été lésés dans le contexte de l'application de cette loi sur l'information. Maintenant, pour ce qui est des statistiques concrètes faisant état de signalements ou de violations, nous vous fournirons ces réponses dans notre complément d'information par écrit. S'agissant maintenant des cas de l'affaire du travailleur international qui a été retrouvé sur les bords du lac Kivu, 2 agents de police ont été accusés de l'avoir assassiné. Ils ont plaidé coupables lors de leur procès, après avoir, dans un premier temps, réfuté ces accusations en première instance. Je crois que la haute cour les a condamnés à des peines de 20 ans d'emprisonnement. Mais nous vous donnerons là encore des informations complémentaires par écrit. Monsieur le Président, concernant les enfants non enregistrés, il est assez difficile de vous répondre comme ça à brûle-pourpoint parce que nous ne sommes pas en mesure d'identifier les enfants nés ou venant juste de... ou d'être enregistrés à l'état civil aux 4 coins du pays. Ce qui est certain, c'est que la loi prévoit l'obligation d'enregistrer un enfant à l'état civil dès sa naissance. Et en cas de manquement, la famille doit quand même l'enregistrer dans un délai bien déterminé. Il existe des sanctions en cas d'enregistrement tardif, même si nous ne pensons pas que cela dissuadera les familles d'enregistrer leurs enfants. Au contraire, il s'agit là d'un rappel, disons, destiné à indiquer à ces familles qu'elles sont passibles de sanctions si elles n'enregistrent pas leurs enfants. Dans les hôpitaux et les services de maternité, les familles peuvent enregistrer sur place la naissance de leurs enfants gratuitement. Cela est prévu par les dispositions de la législation sur la famille. En fait, il s'agit d'un projet de loi qui devrait être envoyé au gouvernement, puis au Parlement pour approbation. Et nous espérons que, ce faisant, nous arriverons à endiguer le problème de l'absence de l'enregistrement des naissances. En outre, nous aimerions un petit peu déléguer les compétences à un niveau plus régional ou local pour que les citoyens, disons, puissent enregistrer les enfants plus facilement en fonction du lieu où ils habitent et qu'ils ne doivent pas parcourir des distances considérables pour aller jusqu'à la capitale, par exemple. S'agissant maintenant de la discrimination faite aux Batois, comme je le disais, la politique au Rwanda est celle de la tolérance zéro en matière de discrimination. La communauté Batois doit s'intégrer au reste de la communauté. Nous avons mis sur pied pour ce faire un programme d'intégration sociale
à l'adresse de cette communauté. Et comme je vous le disais, cette communauté s'est vue fournir des mesures de soutien. Elle a bénéficié de soins de santé, de traitement. 552 personnes ont elles aussi été prises en charge. Plus de 500 étudiants de cette communauté sont soit à l'école, soit à l'université. 2442 membres de cette communauté batois ont embrassé quant à eux des études supérieures. Donc, je ne crois pas qu'il soit juste d'affirmer que la communauté batois est victime de discrimination. Nous nous efforçons de l'intégrer à notre société. Monsieur le Président, très brièvement, permettez-moi d'insister sur un point. Tous ceux qui connaissent les Rwandais savent que nos concitoyens ne souhaitent pas établir de distinction entre les populations autochtones et les populations non autochtones. Ils savent que cela peut s'avérer très préjudiciable, notamment pour les autochtones. Voilà, donc ils ne font pas la distinction. J'en viens maintenant au point suivant. Le HCR opère bien sûr très largement au Rwanda. Nous faisons face à un afflux de réfugiés massifs du Burundi. 77 555 réfugiés sont entrés sur le territoire. C'est le chiffre le plus récent dont nous disposons, mais ce chiffre augmente chaque semaine. Les réfugiés burundais ont accès aux mêmes services que les citoyens rwandais concernant l'éducation, la santé, l'eau potable, etc. Alors, je rejoins tout à fait le membre du comité qui disait que, bien sûr, le fait que 77 500 réfugiés soient arrivés massivement en un temps record dans notre pays puisse poser un certain nombre de problèmes logistiques. J'abonde dans votre sens. Mais nous nous sommes efforcés de tout mettre en œuvre pour aider ces personnes. Le haut commissaire aux réfugiés veille au grain, bien sûr, mais sachez que l'État partie s'efforce par tous les moyens d'aider ces personnes et de leur fournir les infrastructures dont ils ont besoin. En fait, il s'agit davantage d'un problème politique que d'un problème social. Et certains ont estimé qu'il vaudrait peut-être mieux fermer les frontières entre le Burundi et le Rwanda plutôt qu'ensuite ces personnes deviennent les victimes d'une véritable exploitation sociale. Il est vrai que ce problème revêt une dimension éminemment politique également, comme je le disais, mais ce qui est certain, c'est que nous nous sommes saisis de la question et nous appliquerons au pied de la lettre la Convention sur les réfugiés et en aucun cas nous ne mèneront de politiques qui pourraient nuire à ces populations ou les mettre en danger. S'agissant maintenant de leur statut, évidemment, eh bien, ils ont obtenu un statut de réfugié prima facie. Les conditions de vie dans les camps font l'objet d'un examen scrupuleux de notre part. Nous sommes tout à fait conscients des difficultés. Nous avons essayé de d'élargir, enfin d'agrandir un petit peu ces camps, mais l'espace reste constamment insuffisant à la lumière de l'afflux constant de réfugiés. Comme je vous le disais, nous nous efforcerons en tout état de cause de souscrire à nos obligations au titre du droit interne, mais aussi du droit international. Concernant maintenant la tenue du référendum, question évoquée par Madame Cleveland.
ce processus référendaire n'a pas commencé en 2015. Le référendum en a été l'aboutissement. Et puis, il s'est agi d'une procédure qui était gérée par nos concitoyens et non pas décidée par nos autorités. Un grand nombre d'électeurs ont d'ailleurs présenté des demandes bien particulières qu'ils ont soumises au Parlement. Ça, c'était au milieu du mois de janvier 2015. Et quelques 3 millions d'électeurs, soit donc les 3/4 des électeurs au Rwanda, ont été dûment consultés par les autorités et par le Parlement, là encore pour que leur point de vue soit pris en compte. Une seconde période de consultation a été également organisée après la rédaction de ces propositions dans certains dialectes notamment, et des consultations ont également été organisées dans l'ensemble des circonscriptions du pays pour que, là encore, nos concitoyens puissent avoir voix au chapitre. Une fois ce document complété et une fois que le référendum aura lieu, nous vous fournirons des informations beaucoup plus détaillées. S'agissant maintenant des mécanismes de surveillance, eh bien, le site internet de la Commission nationale électorale pourra peut-être fournir des informations que nous vous transmettrons, bien sûr. Et si tel n'est pas le cas, nous nous adresserons directement à notre capitale pour vous envoyer les renseignements dont vous avez besoin. Merci. Sí, claro, of course. Thank you, Mr. Chairman. We were requested to provide Monsieur le Président, vous nous avez invité à vous fournir un exemplaire de la législation sur la Commission nationale des droits de l'homme. Nous y veillerons. Très bien, merci. Il nous reste un petit peu de temps pour poser des questions de suivi. J'invite instamment les collègues à être aussi circonstanciés que possible, s'ils souhaitent intervenir, bien entendu. Monsieur Politi? Je vous remercie, Monsieur le Président, et un grand merci à la délégation pour ces réponses. Très brièvement, une question de suivi autour de la question du procès équitable. Une question qui porte plus particulièrement sur la compétence des tribunaux militaires, lesquels apparemment peuvent juger des soldats accusés d'avoir commis des délits. Quelles sont exactement les compétences de ces tribunaux militaires? Il semblerait également que ces tribunaux puissent juger des civils qui pourraient avoir été complices de militaires dans la commission de délits. Alors, qu'en est-il des garanties de procédure? De quel type de garanties bénéficient les civils s'ils sont jugés par ces instances militaires? Pourriez-vous nous donner des chiffres concernant le nombre de civils ayant été jugés devant des tribunaux militaires et si oui, pour quel type de délit? Je vous pose la question car j'ai cru comprendre qu'un grand nombre de civils étaient entendus par des tribunaux militaires, notamment pour des crimes tenant à la sécurité de l'État. J'aimerais donc en savoir davantage. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Politi. Monsieur Situl Singh, je vous en prie, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai une question à poser très brièvement. Si je ne m'abuse,
il semblerait que 285 mineurs soient emprisonnés à l'heure actuelle. Ce que j'aimerais savoir, c'est s'il s'agit de mineurs en situation de rue et si ils ont été emprisonnés parce qu'ils ont commis des délits ou pour d'autres raisons. Et j'aimerais savoir exactement de quelles mesures de protection ils bénéficient. Merci beaucoup, Monsieur Varzelashvili. Merci, Monsieur le Président, et un grand merci au chef de la délégation pour cette kyrielle de renseignements qui nous a été fournie en un temps record. Merci pour ces renseignements très détaillés que nous nous efforcerons d'analyser. Quelques questions de suivi, si vous me le permettez. L'objectif de notre dialogue est bien évidemment de recevoir des informations, mais aussi d'échanger des vues concernant des questions qui occupent notre comité. Nous avons bien entendu la position qui était la vôtre concernant certaines questions considérées comme problématiques. L'État s'efforce de surmonter un certain nombre d'obstacles et nous lui en sommes reconnaissants. Mais et concernant maintenant d'autres questions, je n'ai pas eu le sentiment que l'État parti considérait ces questions comme posant véritablement des difficultés. De votre point de vue, les législations réglementant la liberté de réunion et la liberté de manifestation, mais aussi tout ce qui touche à l'enregistrement et l'autorisation, posent-elles vraiment des difficultés? Je me suis attardée un moment tout à l'heure sur la détention de journalistes, mais aussi sur le fait qu'ils étaient souvent poursuivis en justice. Vous nous avez fourni des informations dans votre rapport, mais enfin, à la lumière du nombre assez important d'actions intentées contre les journalistes, je m'inquiète quand même un petit peu. De quoi sont coupables ces journalistes? D'enfreindre la loi ou d'autre chose? J'aimerais simplement que vous m'expliquiez les raisons pour lesquelles autant de journalistes sont poursuivis en justice. De même pour l'enregistrement des ONG. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, beaucoup d'ONG sont accréditées, mais si les ONG doivent se réenregistrer assez régulièrement, j'imagine que cela quand même pose un certain nombre de difficultés logistiques. J'ai bien entendu que vous souhaitiez savoir exactement quel type d'ONG souhaitait s'implanter dans votre pays, que vous souhaitiez également avoir davantage d'informations concernant les projets qu'elles souhaitaient mettre en place et si elles étaient solvables. J'entends bien tout cela, mais enfin, il ne faudrait pas que vous limitiez les activités de ces ONG. Au contraire. Et j'aimerais être certain que les législations en vigueur en la matière sont véritablement là pour aider ces ONG et non pas pour faire barrage. Merci beaucoup. Très bien, je vais rendre la parole au chef de la délégation qui pourra répondre à ces questions de suivi s'il le souhaite et qu'il nous livre ses remarques de conclusion. Monsieur le chef de la délégation, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Il va de soi que nous vous fournirons des réponses bien plus détaillées et approfondies par écrit. Pour répondre à la question de Monsieur Politi, des prévenus civils devant comparaître devant un tribunal militaire bénéficient de tous les droits prévus par la loi. Le droit de bénéficier d'un avocat, le droit de recevoir des visites
enfin, quels que soient les droits consacrés dans les dispositions régissant le fonctionnement des tribunaux civils, il s'applique également aux tribunaux militaires. La raison de l'existence même de ces tribunaux militaires tient à la présence de militaires dans le pays. Mais comme je vous le disais, les tribunaux militaires et les tribunaux civils fonctionnent exactement de la même façon. Il est vrai que certains militaires, avec la complicité de civils, commettent parfois des délits. C'est la raison pour laquelle ces civils, en leur capacité de complice, doivent comparaître devant ces tribunaux militaires. Vous évoquiez des délits commis autour de la sécurité de l'État ou à l'encontre de la sécurité de l'État. Cela ne se borne pas uniquement à cela. Il s'agit également de crimes d'ordre financier, d'effraction et d'autres délits divers et variés. Il serait erroné d'affirmer que ces civils doivent comparaître devant des tribunaux militaires pour des délits bien spécifiques. Non, comme je vous le disais, cela peut concerner un grand nombre de délits et cela ne se limite en aucun cas à la sécurité de l'État. Mais comme je vous le disais, nous nous efforcerons de vous fournir des données ventilées par type de délit dans les réponses que nous vous fournirons par écrit. S'agissant maintenant de la question concernant les mineurs en détention, il s'agit de jeunes en âge d'aller à l'école, condamnés par des tribunaux, et nous estimons que si ces jeunes sont placés en détention avec des adultes, ces adultes risquent d'essayer de les corrompre, ce qui risque de faire de ces jeunes des criminels de grande envergure. Alors, c'est la raison pour laquelle, dans la partie orientale du pays, il existe une prison qui accueille ces jeunes délinquants. Je crois que le dernier à avoir intégré cette prison venait juste de finir l'école secondaire. Et il est vrai que nous gardons un œil attentif sur ces jeunes parce que, de par leur âge, de par leur jeune âge justement, et nous souhaitons quand même qu'ils puissent, disons, ne pas rester des criminels toute leur vie. S'agissant maintenant des lois réglementant la liberté de réunion, d'association, mais aussi d'expression, et notamment pour les journalistes, en l'état actuel des choses, tout ce que je puis vous dire, eh bien, c'est qu'il s'agit là d'un domaine qui nécessite un dialogue constant. Nous sommes tout à fait ouverts à la discussion. Bien sûr, certains aimeraient que ces libertés ne soient entourées d'aucune législation ou d'aucune réglementation, mais nous savons tous que cela n'est pas possible. Il faut quand même établir un certain nombre de règles pour éviter les infractions et les manquements. Et
bien sûr, en vertu de ces législations, les intéressés doivent quand même donner un certain nombre d'explications concernant leurs sources d'information, leurs sources de financement et tout un tas d'autres questions qui sont quand même d'un intérêt pour les autorités. Mais si la législation existe, eh bien c'est justement pour veiller à ce que les ONG s'acquittent correctement de leurs fonctions. C'est également pour veiller à ce que les journalistes puissent eux aussi faire leur travail correctement, tout en respectant le principe de la liberté d'expression. Et bon, la liberté d'expression, bien sûr, doit quand même laisser un certain nombre de portes ouvertes et il faut essayer de la garantir au maximum de nos moyens et c'est ce à quoi nous aspirons. Mais s'il y a une chose que je puis vous dire, eh bien, c'est que les législations en la matière existent pour des raisons bien précises, à savoir la protection des droits et des libertés. Merci. My concluding remarks. Dans mes conclusions, cher président, membre du comité, représentant de la société civile ici présente, le Rwanda se réjouit d'avoir eu cette occasion de travailler avec le comité des droits de l'homme sur le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Nous avons examiné les différents commentaires du comité de la société civile. Nous avons tenté de contextualiser, répondre à toutes les questions et nous offrirons des réponses par écrit à toutes les questions qui ont été soulevées pendant la période statutaire. Le Rwanda est fier des progrès enregistrés dans la promotion et protection de tous les droits de l'homme, notamment les droits civils et politiques. Le Rwanda sait qu'on peut faire davantage. Nous pouvons retirer beaucoup d'autres et bénéficier d'opportunités telles que celles que nous offre cette session. C'est pour cela que nous avons des objectifs très élevés, de standards les plus élevés pour toute notre population. Notre gouvernement a pour but d'assurer l'amélioration constante, cohérente de la vie des Rwandais. Comme je l'ai indiqué, Monsieur le Président, hier, il ne s'agit pas simplement de chiffres, de législation adoptée, de traités ratifiés, de statistiques économiques et sociales, mais plutôt de véritables répercussions sur la vie de notre peuple. Tel est vraiment le reflet des progrès en liberté fondamentale et en droit. Monsieur le Président, un certain nombre de membres du comité ont fait référence à notre histoire de loin ou de près, notamment le génocide contre les Tutsis de 1994. Monsieur le Président, qu'il me soit permis de relever le fait que l'impression que notre histoire nous absout de nos responsabilités est bien loin de nous. Bien au contraire, nous ne désirons pas être définis par cette histoire, mais plutôt de l'utiliser pour alimenter nos décisions, pour bien nous rappeler d'où nous provenons et pour nous assurer que nous devons faire tout ce qui est possible pour que cela ne se reproduise plus. Ce genre de session est l'un des indicateurs à relever dans ce domaine. Monsieur le Président, c'est pour cela que nous sommes dans une culture qui apprécie la bonne gouvernance, l'échange de vues, le renforcement du consensus, le rôle des femmes à égalité des hommes. Au cœur de nos travaux sont les droits de l'homme pour tous les Rwandais. Tels sont les choix et les valeurs que les Rwandais ont décidé d'utiliser pour se définir. Pour les Rwandais, pour le Rwanda, il n'y a pas de choix entre le développement et le progrès d'une part et la protection des droits de l'homme d'autre part.
ce sont des points qui se renforcent mutuellement. Ce serait fallacieux de suggérer autrement. Monsieur le Président, chers membres du comité représentant de la société civile, dans moins d'une semaine, nous fêterons les 40 ans de l'entrée en vigueur du pacte international relatif aux droits civils et politiques au Rwanda. Le Rwanda est fermement convaincu que les droits qui y sont consacrés continuent de prospérer et le cadre de protection et de promotion de ces droits se sont renforcés progressivement. Le Rwanda s'est engagé à faire avancer encore ses droits et à collaborer auprès du Comité des droits de l'homme et des autres mécanismes pertinents des droits de l'homme et parties prenantes pertinentes à ces fins. Nous ne sommes pas parfaits. Les défis persistent. Ce qui n'est pas en cause, c'est notre intention d'améliorer la vie des Rwandais. Nous sommes sûrs et certains que la présentation de notre prochain rapport périodique reflètera encore des progrès. Je vous remercie de votre aimable attention et je vous remercie tous de cette session. Merci. Merci infiniment, monsieur le chef de délégation. Nous avons passé l'heure. Je demanderai aux interprètes de bien vouloir nous donner quelques minutes supplémentaires. Bien sûr, comme vous l'avez dit, différents collègues ont fait état de l'histoire du Rwanda. Moi-même, sous d'autres fonctions, j'y étais dans le cadre de missions des Nations Unies. C'est une histoire qui nous a tous marqués en matière de droits de l'homme. Nous comprenons que l'État consent des efforts, mais il est important d'aller encore plus loin dans ces efforts. Deux aspects ont été importants. Premièrement, les normes depuis la Constitution aux lois. Il est essentiel que ces lois répondent au pacte international afin d'engendrer aucune impunité grave vis-à-vis de ceux qui auraient pu commettre ou qui commettent des violations des droits de l'homme. Enfin, il s'agit de permettre au TPIR de parachever ses travaux. C'est essentiel pour juger dûment les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. L'autre thème général qui est très présent dans ce débat, c'est ce qu'a évoqué M. Bardellachvili à l'instant et qui fait partie de mes conclusions. Il y a une préoccupation vis-à-vis de la jouissance des libertés d'expression, de réunion, d'association. Tout cela exige un réexamen de l'État afin de pouvoir obtenir de bons résultats qui parfois les méthodes ne sont pas les plus adéquates. Cela peut donc passer par une jurisprudence. Nous espérons que dans les 48 heures qui viennent, nous obtiendrons des informations que nous n'avons pas encore reçues. Notamment, ce qui m'inquiète, c'est le manque d'informations vis-à-vis des disparitions forcées, élément du débat. Il sera intéressant de voir quels seront les progrès en ce qui concerne l'adhésion au protocole de la Charte africaine, en ce qui concerne l'article 34,6 du protocole de la Charte africaine. Les restrictions individuelles par rapport aux normes internationales sont problématiques. Et puis la ratification du protocole facilitant l'accès international. J'espère donc recevoir bientôt la bonne nouvelle que l'État a
ratifier ce protocole. Je vous souhaite un très bon voyage de retour chez vous. Je vous remercie. Je remercie tous nos collègues. Je remercie énormément les interprètes. Et nous allons donc clore la séance de cette matinée. Merci.